Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le chapitre qui porte sur les ondes utilisées en imagerie médicale. À l'issue de ce chapitre, vous devez savoir extraire et exploiter des informations concernant la nature des ondes et leur fréquence en fonction de l'application médicale. Connaître une valeur approchée de la vitesse du son dans l'air. Connaître la vitesse de la lumière dans l'air. Et enfin, avoir compris et savoir appliquer les lois de la réflexion et de la réfraction. L'imagerie médicale est un ensemble de techniques consistant à mettre en image différentes régions ou différents organes de l'organisme. Ces techniques utilisent deux types d'ondes, les ondes électromagnétiques et les ondes sonores. Quelles sont les propriétés et les caractéristiques de ces ondes? Pourquoi sont-elles utilisées en imagerie médicale? Nous allons commencer par les ondes sonores et ultrasonores. Les ondes sonores sont produites par une paroi vibrante, ici un haut-parleur, qui transmet les vibrations au milieu matériel dans lequel elles se trouvent. Les ondes sonores sont de nature mécanique. Elles se propagent en ligne droite dans un milieu matériel homogène, ici l'air, et fait vibrer les particules de ce milieu parallèlement à leur direction de propagation. Une onde sonore ne peut pas se propager dans le vide. La fréquence des ondes sonores est imposée par l'émetteur. L'oreille humaine est sensible aux ondes de fréquence comprises entre 20 Hz et 20 kHz environ. Au-delà de 20 kHz, ce sont des ondes ultrasonores. En dessous de 20 Hz, ce sont des ondes infrasonores. La valeur de la vitesse de propagation de l'onde sonore ou ultrasonore est constante dans un milieu homogène donné. La vitesse des ondes sonores dépend du milieu dans lequel l'onde se propage. Dans l'air, aux températures usuelles, la vitesse des ondes ultrasonores et sonores est voisine de 340 mètres par seconde. Dans l'eau, la vitesse des ondes sonores sera de 1500 mètres par seconde et dans l'acier, sa vitesse sera de 5000 mètres par seconde. Le deuxième type d'ondes utilisées en imagerie médicale sont les ondes électromagnétiques. Une onde électromagnétique est un signal périodique qui, suivant sa fréquence, peut être une onde radio, de la lumière visible, des rayons X, etc. À la différence des ondes sonores, elles peuvent se propager dans un milieu sans support matériel comme le vide. Dans le vide ou dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage de façon rectiligne. Cette propagation est modélisée par des rayons lumineux. On les représente par des segments de droite orientés dans le sens de propagation de la lumière. Dans le vide, les ondes électromagnétiques se propagent toutes à la même vitesse. La vitesse de la lumière dans l'air est sensiblement égale à celle dans le vide. Elle est notée C et sa valeur est de 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Les ondes électromagnétiques s'étendent sur une très large gamme de fréquences, plus d'une dizaine de puissance de 10. La lumière visible n'y occupe qu'une bande très étroite, de 4 fois 10 puissance 14 à 8 fois 10 puissance 14 Hz. Dans les fréquences supérieures, on trouve les ultraviolets et les rayons X. Les ondes radio ou les infrarouges sont des ondes de plus faible fréquence que la lumière visible. Voyons maintenant les phénomènes naturels de réflexion et de réfraction. Lorsqu'un faisceau de lumière monochromatique se propageant dans un milieu d'indice de réfraction N1 rencontre un autre milieu d'indice de réfraction N2, il peut alors être dévié et changer de milieu, c'est ce que l'on appelle la réfraction, ou alors rester dans le même milieu et être renvoyé, c'est ce que l'on appelle la réflexion. Nous allons commencer par les lois de la réflexion. Le rayon incident et le rayon réfléchi appartiennent au plan d'incidence. Le plan d'incidence est défini par le rayon incident et la normale. La normale est la droite perpendiculaire à la surface passant par le point d'incidence, I. On appelle angle d'incidence I l'angle entre le rayon incident et la normale. On appelle angle de réflexion R l'angle entre le rayon réfléchi et la normale.
Les angles de réflexion et d'incidence vérifient la relation I égale R. Chaque fois que vous regardez dans un miroir, le phénomène mis en jeu est un phénomène de réflexion. Voici un autre schéma présentant la réflexion d'un rayon incident par un miroir. On retrouve ici donc la surface réfléchissante qui est le miroir. Le rayon incident va donc être envoyé sur ce miroir. Au niveau du point I, qui est le point d'incidence, va à ce moment-là réfléchir le rayon lumineux en un rayon dit réfléchi. Le rayon incident et le rayon réfléchi appartiennent à un même plan, qui est appelé donc le plan d'incidence. La normale est représentée ici en bleu, passant par le point d'incidence I et passant également par le plan d'incidence. On retrouve ici l'angle d'incidence, qui est défini comme étant l'angle entre la normale et le rayon incident, et l'angle de réflexion, qui est défini comme étant l'angle entre la normale et le rayon réfléchi. Dans le cas de la réfraction, le rayon incident traversera la surface de séparation qui existe entre le milieu 1 et le milieu 2 pour donner un rayon réfracté qui se retrouvera dans le milieu 2. Le rayon incident et le rayon réfracté sont contenus dans le plan d'incidence. Le rayon incident et le rayon réfracté sont de part et d'autre de la normale. Ils vont vérifier la relation n1 fois sinus I1 égale n2 fois sinus I2, qui est la relation dite de Snell-Descartes. n1 correspond à l'indice de réfraction du milieu 1, n2 correspond à l'indice de réfraction du milieu 2, I1 est l'angle d'incidence en degrés, et I2 est l'angle de réfraction en degrés. Dans certains cas, le rayon incident peut se partager en un rayon réfracté et un rayon réfléchi. Dans ce cas, la surface de séparation sert de miroir pour renvoyer une partie du rayon incident sous forme de rayon réfléchi et laisse passer l'autre partie du rayon incident qui sera déviée dans le milieu 2 et transformée en un rayon réfracté. Cette photo permet de mettre en évidence le phénomène de réfraction et le phénomène de réflexion à la fois. Ici, on observe la surface de séparation entre le milieu 1 qui est l'air et le milieu 2 qui est de l'eau. On envoie un rayon laser rouge dans le milieu 1, c'est-à-dire l'air, et qui va arriver à la surface de séparation entre l'air et l'eau. Lorsque ce rayon laser arrive à la surface, une partie du rayon incident est réfléchie dans l'air, l'autre partie est réfractée dans l'eau. On voit bien que le rayon lumineux est dévié de sa trajectoire. Appliquons ce que nous venons d'apprendre. Nous avons donc d'abord dans un premier temps tracé la normale qui doit passer par le point I, point d'incidence. Nous avons tracé ensuite le rayon incident, le rayon réfracté et le rayon réfléchi par rapport à la surface de séparation ici entre le milieu 1 qui est l'air et le milieu 2 qui est l'eau. Entre la normale et le rayon incident, on définit un angle I1 qui est l'angle d'incidence. Entre la normale et le rayon réfléchi, on peut définir un angle de réflexion R. Et entre la normale et le rayon réfracté, on définit un angle de réfraction I2. On voit bien que le rayon incident et le rayon réfracté se trouvent de part et d'autre de la normale et de part et d'autre également de la surface de séparation RO. Il existe le cas particulier de la réflexion totale. Lorsque N1 est supérieur à N2, il existe un angle d'incidence limite IL pour lequel le rayon réfracté est tangent à la surface de séparation des deux milieux. Cet angle est défini par la relation sinus IL égale N2 sur N1. Pour qu'il y ait réflexion totale, il faut que l'angle d'incidence soit supérieur à celui de l'angle limite, et le rayon lumineux doit passer d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent. Cette photo illustre une réflexion totale obtenue avec un hémicylindre de verre. Le milieu 1 est le verre, le milieu 2 l'air. N1 est égal à 1,5 et N2 est égal à 1, donc N1 est supérieur à N2.
On observe le rayon incident, le rayon réfléchi, et on constate que le rayon réfracté se trouve le long de la surface de séparation entre le verre et l'air. Il est donc tangent à la surface de séparation. On peut donc dire que la réflexion est totale. Voici les principales applications au diagnostic médical. L'échographie est une technique qui utilise des ultrasons dont les fréquences sont comprises entre 2 MHz et 20 MHz. La fibroscopie est une technique de diagnostic qui utilise la propagation de la lumière dans les fibres optiques. Dans une fibre optique, la lumière se propage en subissant des réflexions totales successives. La radiographie et le scanner utilisent des rayons X qui sont des ondes électromagnétiques de grande fréquence. L'imagerie par résonance magnétique utilise quant à elle des ondes radio. Ce chapitre est terminé, revoyez bien les différentes notions et n'hésitez pas à me poser vos questions.